faire une pause pour aller plus vite. Pouvoir mettre des mots sur nos valeurs et nos besoins, savoir faire ce travail d'introspection, si ce n'est pas encore fait, c'est fondamental. La question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie quotidienne? Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant, et j'invite des leaders inspirants qui vous partagent leurs expériences pour propulser votre carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Joanne Fourtanier. Jo est master coach et superviseur de coach. En 20 ans, elle a accompagné des centaines de dirigeants et professionnels. Elle est également certifiée en bilan de compétences et en intelligence émotionnelle. Ensemble, nous creusons des questions fondamentales. Comment avoir une carrière épanouissante? Comment être plus authentique au travail? Et bien d'autres. Cet épisode est une invitation à la réflexion avec une coach d'exception. Jo, merci beaucoup d'être là. Je suis super content parce que tu as une telle diversité de compétences qui est tellement pertinente pour mon auditoire qu'on va vraiment bien se régaler. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Déjà, merci énormément de ta confiance. Je suis ravie de faire ça aussi avec toi aujourd'hui. Donc, je m'appelle Joanne, Jo Fourtanier. Je suis britannique, mais basée en France, à Toulouse, depuis plus de 20 ans. J'ai jamais autant vécu dans un seul endroit qu'ici. Donc, endroit où j'ai élevé mes enfants et installé ma vie depuis de longues années maintenant. Euh, je suis coach professionnel. Et dans le monde du coaching, il y a tout et n'importe quoi. Nous avons choisi, voilà, plusieurs d'entre nous à être certifiés. Et moi, je suis certifiée jusqu'au plus haut niveau, ce qui s'appelle Master Coach, auprès de ICF, International Coaching Federation. Je suis également accréditée en tant que superviseur de coach parce que nous qui sommes dans l'accompagnement de l'autre, dans cet espace intime avec les gens, bah, nous aussi, on est accompagnés dans nos pratiques. Donc, je suis superviseur et je suis également mentor pour les jeunes coachs. J'ai un passé dans l'accompagnement du changement. J'ai démarré ma carrière chez KPMG. Et aujourd'hui, mon travail tourne autour de trois axes principaux. Il y a d'abord l'accompagnement de dirigeants et d'équipes en coaching. Il y a tout mon travail avec mes collègues coachs en tant que superviseur et mentor. Et puis, je fais également de bilan de compétences. Euh, c'est l'essentiel de mon travail aujourd'hui. Je suis maman de deux garçons qui sont plutôt grands aujourd'hui et j'ai deux chiens qui m'amènent beaucoup dans l'observation de mes propres comportements et ce que je peux apprendre également de leur comportement qui me remettent, voilà, je me remets en cause parfois grâce à ça. Donc voilà un petit peu qui je suis et où je suis aujourd'hui dans ma vie. Merci Joe. Je pense qu'on va vraiment s'amuser parce que il y a beaucoup d'expériences que tu as, la tienne et celle dans l'accompagnement des autres qui vont vraiment, je pense, résonner chez beaucoup de gens. Est-ce que tu aurais quelques jalons clés à me partager? Je pense que un moment clé de ma vie, c'était aux alentours de mes 18 19 ans. Euh, Deux choses importantes. J'étais déjà dans une voie euh, en tant qu'athlète de haut niveau. J'étais en équipe nationale d'Aveyron. Beaucoup de ma vie tournait autour de mes entraînements. Euh, et j'ai trouvé ça très dur. L'approche, voilà, avec le bâton plutôt que la carotte, voilà, de nous menacer en permanence qu'on allait perdre nos places dans le bateau, était difficile pour moi. En tout cas, ne me propulser pas vers la performance que je recherchais. En même temps, je n'ai pas eu les notes que je voulais dans l'équivalent de mon bac en Angleterre. Du coup, j'ai décidé de redoubler. Et ça a changé tout le parcours par la suite. Euh,
parce que je cherchais à être dans des universités où je pouvais continuer dans la voie de l'Aveyron. Et donc, je choisissais des universités de réputation forte là-dedans. Et puis, cette année supplémentaire, quand j'ai redoublé, m'a fait réfléchir beaucoup plus sur mes envies et m'a poussé aussi vers la décision d'arrêter l'Aveyron parce que ça nuisait en fait à ma santé émotionnelle et physique aussi et faire des choix en fait pour la suite qui étaient plus connectés à mes envies et ceux qui me faisaient du bien. Donc ça, c'était un moment clé, je pense. Wow. Euh, je pense qu'il y a eu un autre moment également. Du coup, en fait, ces choix-là m'ont amené vers une maîtrise d'informatique et intelligence émotionnelle, donc un côté très rationnel et pragmatique, mais combiné avec le français. Donc, une année à l'étranger. Et suite à ça, dans une école d'ingénieur, d'ailleurs, à Brest, Télécom Bretagne, où j'ai rencontré le père de mes garçons. Une très belle expérience, mais j'ai intégré un cabinet de conseil, KPMG, c'était très bien parti. J'étais vraiment ravie en fait par ce que je faisais. J'ai très vite basculé sur le côté, la dimension humaine, la conduite, l'accompagnement du changement. Mais mon père est décédé tout d'un coup, à l'âge de 58 ans, à 2 ans de sa retraite. Et ça m'a beaucoup marqué, bien sûr, parce que cette perte était très difficile pour moi. Mais ça m'a mené à me remettre en question par rapport à cette vie frénétique que j'avais en tant que consultante, où je voyageais partout dans le monde, j'étais jamais à la maison. Et lui, bah, il n'est pas arrivé au moment où il pourrait profiter de sa vie. Il attendait sa retraite pour faire ci, pour faire ça. Et je me suis dit, là, je vais faire une pause. J'ai posé une année sabbatique. Je suis partie en Amérique du Sud avec Bertrand, les sacs à dos. On a passé une année incroyable. Voilà, on a fait des sommets de 5 6 000. On a fait des treks. On a rencontré de très belles personnes et on est venu s'installer à Toulouse après. Donc, ce moment-là et le départ, le décès de ma papa m'a beaucoup marqué. Mhm. Et puis, s'il y a un autre moment qui m'a beaucoup marqué, c'est 2020 et le Covid, qui m'a vue en tant qu'entrepreneuse perdre toute mon activité parce que j'ai fait une erreur de débutante. J'avais un client majeur qui, depuis des années, me donnait du travail extraordinaire. Euh, donc, c'était difficile de dire non, sauf que 95% de mon travail, bon, j'exagère un peu, mais la majorité de mon activité était tournée autour de cette entreprise. Et eux, pendant le Covid, ils ont dit stop à toutes les interventions externes de formation et de coaching. Donc, je me suis retrouvée sans revenu, sans activité, à redémarrer de zéro. Et cette expérience-là m'a beaucoup marquée. D'accord. Merci pour ces partages. Il y a trois idées qui me sont venues chacune avec ces jalons. La première, c'est les financiers, ils appellent ça les sunk costs. Quelque part, tu t'es engagé dans quelque chose et à un moment donné, toi, par exemple, tu as investi des années, des heures et des heures dans l'aviron et finalement, c'était pas ça. Et c'est super dur de dire j'ai fait les deux tiers de la montagne et je vais descendre pour aller chercher une autre montagne ou un autre chemin pour y aller. Et pour autant, tu as pris cette décision-là et je suis sûr que tu ne le regrettes pas aujourd'hui. La deuxième, c'était autour de la réflexion avec ton papa qui est décédé, qui est de dire, ouais, on a tendance à se dire, en retraite, en retraite. Sauf que quand tu es en retraite, tu n'es peut-être pas aussi vigoureux ou vigoureuse que tu peux l'être quand tu as 20, 30, 40 ans, et que remettre à plus tard, c'est prendre un risque pas forcément très malin. Voilà. Et donc, mais je comprends aussi que dans la vie, ben, des fois, on est poussé et de choses en choses, on arrive à continuer. Donc, bravo là aussi, finalement, quelque part, d'avoir su rebondir, à utiliser cet événement triste, douloureux, en quelque chose qui soit vertueux pour toi. Et le troisième, il est autour du risque, quelque part. Je pense que tu dis erreur de débutant, c'est une erreur qu'on peut tous faire parce que, ben ouais, comme tu as dit, tu avais des trucs super passionnants à faire, alors pourquoi ne pas? Et quelque part, c'est ce que font les sociétés quand elles font de la gestion de risque, où elles identifient les risques potentiels et elles mènent des actions qui parfois vont prendre beaucoup d'années. Et donc, pareil, si jamais dans l'auditoire, vous avez
Vous êtes dans une situation où vous avez une compétence qui devient de moins en moins utile dans la société. Est-ce que c'est pas le moment de commencer à vous développer sur d'autres sujets pour ne pas arriver dans une situation Covid-like où tout se casse la figure et vous êtes en difficulté? Super. Merci beaucoup pour ces partages et la sagesse qu'il y a derrière. Si on revient sur le sport, parce que tu as fait du sport à haut niveau, est-ce que tu vois des analogies entre le sport et l'environnement professionnel en termes de performance? Parce que quelque part, on est tous là à chercher la performance, même si on n'a pas la même définition de la performance. Hmm. Oui, en effet, chacun met ce qu'il veut derrière la notion de performance. C'est devenu un fil rouge dans mon travail et je pense que je résume quand je parle de ce que je fais parce que c'est très varié. Ceux qui connaissent bien le coaching, ben, vous savez que en tant que coach, nous ne sommes pas experts. Ceux qui s'appellent coach quand ils sont experts de quelque chose, c'est pas la bonne appellation. C'est du conseil, c'est du consulting. Euh, donc, le coach n'est expert en rien, mais le fil rouge dans mon travail, c'est la connaissance et la conscience de soi au service de la performance. Et là, entre le sport, euh, point, sport de haut niveau, j'accompagne toujours des athlètes de haut niveau là-dedans, mais et la vie quotidienne en entreprise, je pense que d'abord, euh, l'importance d'une approche euh, corps, tête, cœur, physique, mental, émotionnel. L'être humain est fait pour fonctionner de cette manière holistique. On peut même rajouter un quatrième élément qui est la spiritualité, l'intériorité, mais l'essence de qui nous sommes. Et être attentif à chaque partie de nous-mêmes, euh, utiliser, écouter. On favorise l'intellect beaucoup dans la société aujourd'hui. Tu es bon si tu es capable à l'école de reproduire ce qu'on t'a dit. On n'encourage pas voilà, l'être humain à se connecter à son corps et aussi d'écouter sa tête et aussi d'écouter ses émotions. Donc cette approche-là, qu'on soit en sport, c'est ça qui manque en sport. En fait, en sport, on est plutôt orienté, focalisé sur le corps, la capacité physique, les approches, voilà, PTT, physique, tactique, technique. Après, on a la prépa mentale qui vient aujourd'hui pour travailler un peu sur le fonctionnement du cerveau, etc. Et puis, il y a la gestion des émotions qui est fondamentale, mais qui est très peu. Et en entreprise, c'est plus la capacité intellectuelle et on oublie le corps et on met de côté les émotions. Donc voilà, cette approche holistique, je pense que c'est assez important. La capacité à gérer le stress. euh, En passant, pour moi, la clé est dans la présence. Euh, on a tendance à se créer de l'anxiété quand on imagine l'avenir. Imaginer, voilà, c'est rien de sûr. Et puis, on a parfois tendance à créer de la colère quand on pense au passé, des frustrations, des expériences, on rumine, etc. C'est dans le présent que ça se passe. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé en méditation et je me suis formée plusieurs fois en pleine conscience. Le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ce sont des techniques justement pour t'ancrer dans le ici et maintenant et accueillir ce qui est là physiquement, mentalement et émotionnellement. Donc là, je pense que déjà, cette approche holistique, la capacité à rester dans le moment présent, et puis diversifier. C'est-à-dire, mon expérience, que ce soit avec l'Aveyron et tout ce temps et énergie que je donnais à ce sport, ou le Covid, où j'étais obligée de redémarrer à zéro, m'a amené vers cette image de tabouret. Un tabouret avec un seul pied, c'est pas stable.
même avec deux pieds, comme quand j'étais jeune, j'avais mes études et le sport, bah, c'est pas stable non plus. Il faut au moins trois pieds, trois éléments différents. Et dans le sport, quand je participe à un programme en Angleterre qui s'appelle le True Athlete Program, et nous, on accompagne des athlètes de haut niveau sur les autres parties de la vie. Voilà, ils sont tellement plongés dans leur sport cette année, enfin, voilà, des années comme celle-là où c'est les JO, des choses comme ça. On amène de l'équilibre en fait. Voilà, je suis qui en dehors de mon sport. Et pareil que pour le travail, je suis qui en dehors de mon travail ou en dehors de ma vie personnelle. En fait, comment créer de l'équilibre dans sa vie. Mhm. Voilà quelques thématiques, je pense, qui sont à cheval entre les deux. Super. J'aime beaucoup. Et j'ai aussi conscience que dans l'auditoire, il y aura différents profils. Tu as ceux qui connaissent la méditation, qui sont plus ou moins aguerris, qui sont convaincus ou pas. Et puis tu as ceux qui disent, oh, c'est quoi la méditation? C'est un truc de fou. Est-ce que tu aurais des conseils déjà pratiques pour... tu me dis, c'est effectivement, c'est imaginer l'avenir. Ouais, mais moi, dans 2 heures, je dois présenter au comité exécutif, j'ai des chocottes, etc. Qu'est-ce que je peux faire de super pratique, super simple, pas de chaman machin pendant un mois ou 10 jours sans parler? Est-ce que tu as des recommandations super pratiques pour m'aider à m'ancrer dans le présent sans être un pro de la méditation? Oui, et merci pour la question. Surtout que j'aimerais, moi, j'aime bien démystifier la notion de méditation. Il ne faut pas imaginer que depuis 15 ans, je démarre mes journées avec 2 heures en fait de zen où j'ai pas de pensée. C'est pas du tout ça. La méditation, c'est vraiment un outil. C'est un outil pour pouvoir être présent à ce qui se passe dans le ici et maintenant. Et la pleine conscience, quand on parle de mindfulness, ce n'est pas, voilà, cette attitude zen où j'ai la tête vide. C'est justement, je prends ce qui est là. Donc, j'ai une réunion dans 2 heures, je suis stressée, j'ai peur de, donc déjà être conscient de qui on est et ce qui provoque ça. Et ici, il y a une chose à faire. Et dans le travail de la méditation, cette connexion à soi, pour moi, il y a d'autres façons de le faire, ça passe par la respiration. Et au moment où tu me posais la question, voilà, j'ai pris une grande respiration. C'est ça, en fait, qui manque dans nous ici et maintenant. Quand je me retrouve à partir ailleurs, bah, ma respiration, elle est coupée, elle est plutôt haute que... Donc là, respirer consciemment, Mhm. ressentir l'air qui rentre par le nez et il passe par le bouche. C'est comme ça que je m'ancre dans le ici et maintenant, dans mon corps, et que je me permets de me rassembler comme ça. Euh, nos peurs et le stress de l'avenir viennent de nos expériences du passé. Donc, le tout, c'est d'être conscient. J'ai peur de ça. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de... Bon, je me rassemble dans le ici et maintenant. J'ai pris ma part de responsabilité. J'ai fait ma préparation. Euh, J'y vais, je vais être authentique moi-même, c'est à prendre ou à laisser, mais je vais être fidèle à qui je suis et ce qu'on m'a demandé de faire. Je ne peux pas demander plus que ça. Super, merci beaucoup. Merci, c'est très pratique et ça me fait penser à un livre de Mo Gaudat qui s'appelle Soul for Happy. Alors en français, c'est peut-être quelque chose comme l'équation du bonheur, je suis pas sûr qui, en gros, mappait les différentes émotions qu'on pouvait avoir, les négatives, les désagréables et les autres. Et il disait, en fait, les négatives, il n'y en a pas qui sont dans le présent à part l'ennui. Tout le reste, la colère, la peur, l'anxiété, etc., sont des choses qui sont soit je regarde en arrière et j'ai quelque chose qui me gêne, ou etc., soit je regarde en avant et j'anticipe des choses. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire, mes émotions, elles sont là pour m'informer. Je ne dois pas les réprimer, mais par contre, elles ne doivent pas dicter mon comportement ou me faire souffrir si ce n'est pas nécessaire. Et quelque part, oui, je stresse parce que dans 2 heures, j'ai un enjeu important et je risque de peut-être me planter, être ridiculisé ou à l'inverse, avoir une reconnaissance que je pense méritée. Mais de l'autre côté, une fois que tu as l'information, après, c'est qu'est-ce que tu fais de plus pertinent pour toi et ton bien-être à l'instant T. Et j'aime beaucoup cette notion de respiration et finalement de se reconnecter à soi. Et la respiration, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple et de plus, de plus quelque part, plus personnel dans lequel on puisse aller. Super.
Est-ce que tu as d'autres choses est-ce que tu as d'autres idées autour de la compétition et de l'analogie avec le pro? Sinon, je voulais engager sur le bilan de compétences. Hmm. J'aimerais, si c'est OK avec toi, Oui. rebondir un peu sur la notion d'émotion parce que ce soit en entreprise ou en sport, la réaction émotionnelle, euh, bon, on parle parfois de la mettre au service de la performance, etc. Néanmoins, il y a des moments où on n'a pas envie de ressentir ce qui est là. Euh, la réaction émotionnelle est un signal d'alerte et il faut l'écouter. Plus vite on écoute ce qui est là, plus vite on peut recevoir le message et ça disparaît après. Mais tant qu'on n'a pas prêté attention à cette réaction émotionnelle, elle va perdurer parce que c'est vie ou mort, en fait. C'est pour nous sauver, en fait. C'est, voilà. Donc, en fait, toute réaction émotionnelle est issue, surtout les négatifs, d'une valeur touchée, un besoin non satisfait ou peur de quelque chose. D'où le besoin de travailler sa connaissance de soi pour pouvoir donner du sens à la réaction émotionnelle, la laisser de côté et avancer. Et ça, le travail des sportifs et en entreprise, on a tous besoin de le faire. Donc, je voulais juste rebondir sur ce point qui est très important. Ça marche, merci. Justement, allons-y un tout petit peu plus. Tu peux me donner un exemple concret de situation? Oui, euh, bah, la fameuse réunion dans 2 heures. J'y vois un enjeu et j'ai peur en fait de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de me tromper. Et en fait, si on va jusqu'au bout, quand je travaille avec des gens sur leur peur, je dis, OK, mettons que voilà, que tu n'es pas clair dans cette réunion. Qu'est-ce qui va se passer si tout se passe mal? Bah, on va pas me comprendre. OK, si on te comprend pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me questionner. OK, s'ils te questionnent, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais peut-être pas avoir la réponse. OK, et si tu n'as pas la réponse, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont penser que je suis incompétente. OK, et s'ils pensent que tu es incompétent, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je suis incompétente, je vais pas forcément avancer comme je veux. OK, et si tu n'avances pas comme tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Je serai peut-être virée. OK, et si tu es virée, on fait ce travail-là. Donc, du coup, savoir que je ressens, et si on va jusqu'au bout, il arrive un moment où je continue à questionner et la personne me dit, oui, mais bon, c'est bon, Joe, tu sais, je ne vais pas en arriver là. Bah, probablement pas. Et donc, qu'est-ce que ça change pour toi, en fait? Donc, en fait, il y a ça. Il y a, par exemple, aussi les expériences du passé. Je sais que dans cette fameuse réunion, il y a quelqu'un avec qui j'ai eu des difficultés par le passé. C'est quelqu'un avec qui je ne partage pas de valeurs clés. Je trouve qu'elle manque de respect souvent quand elle parle aux autres, hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, est là juste pour l'apparence. En fait, voilà, il n'y a pas de fond dans ce qu'elle fait, mais elle est dans la séduction de tout le monde et ça va contre mes valeurs d'authenticité, d'intégrité. Je sais aussi que cette personne veut bien me prendre ma place parce qu'elle me l'a déjà dit, elle me fait ressentir ça. Et donc, j'entame aussi la réunion avec tout ça en moi. Donc, j'ai de l'anxiété pour... Mais ça me met en alerte. Et quand je suis consciente de ce qui est présent, je peux le mettre de côté et me dire, elle est comme ça. Ma part de responsabilité, c'est de rester fidèle à moi-même. Elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. J'ai confiance dans ma capacité à faire le job assez bien. Super, merci beaucoup. Merci. On va switcher sur le sujet bilan de compétences parce qu'il est fondamental. Si tu demandes à n'importe quel professionnel, il va te dire, bah, écoute, ou elle va te dire, moi, ce que je veux, c'est un job qui m'épanouisse, etc., etc. Mais il y en a une bonne partie des gens qui arrivent soit en début, milieu, n'importe quand, à peu près dans la carrière. On peut se dire, mince, franchement, je suis là un peu par hasard. J'ai suivi les opportunités qui se sont présentées ou pas, ou on m'a demandé de faire ça. Et ils se questionnent vraiment sur ce qu'ils veulent réellement faire. Comment toi, tu aides les gens à trouver
j'ai pas envie de dire leur voix, j'aime pas ça parce que ça fait supposer qu'il y a une voix, qu'on est destiné à. Alors, il y a des gens qui racontent ça. Moi, j'en sais rien. Mais comment on fait pour essayer de trouver un meilleur alignement, en tout cas, être un peu plus épanoui par une compréhension de nos compétences et tout? Qu'est-ce que toi, tu as de ton expérience à nous partager là-dessus? Merci pour cette question. Euh, je suis à la fois atypique dans ma façon de faire les bilans de compétences, mais aussi je respecte tout ce qui est demandé et attendu en fait de cet exercice. Le Les gens, ils sont souvent pressés quand ils arrivent en bilan de compétences. Soit ils ont démissionné ou voilà, sont dans une période sans travail et ils se posent vraiment des questions. Soit ils sont pas contents, soit il y a une grosse remise en question parce que ça va pas comme ils souhaitent. Soit ils ont déjà pris en fait conscience de quelque chose et ils veulent donner du sens et savoir comment avancer. Donc ils sont souvent pressés. Donc, la première chose, en fait, dans le bilan de compétences, c'est de faire confiance au processus. Moi, j'ai confiance. Dans tous les bilans de compétences que j'ai faits au fur et à mesure de ces dernières années, chaque personne a abouti sur quelque chose qui convenait totalement à ce dont ils avaient envie et besoin. Le travail commencera toujours par un ancrage dans le ici et maintenant. C'est-à-dire, je suis qui aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs, quelles sont et quelle définition est-ce que je mets derrière ces valeurs et lesquelles de ces valeurs sont non négociables et lesquelles sont un peu plus voilà, flexibles. Quels sont mes besoins pour être bien et donc performant. Euh, pour moi, pour être dans la haute performance, il faut du plaisir. Donc voilà, quels sont mes besoins pour être heureux, bien, fonctionner, prendre plaisir dans ma vie quotidienne? Quelles sont mes priorités? Quelle est l'actualité de ma vie? Euh, je vis à Toulouse. J'ai des enfants en bas âge. Je suis en couple. Je fais beaucoup de sport. J'en ai besoin. J'ai des parents âgés. J'ai besoin d'un peu plus de disponibilité. Voilà, quel est le contexte? Quelles sont mes priorités aujourd'hui? Euh, quelles sont mes peurs? Quelles sont mes croyances limitantes? Quels sont les comportements que j'ai mis en place pour gérer certaines parties de ma vie, mais qui ne me servent plus aujourd'hui? Quelles sont mes compétences? Euh, Quels sont mes axes de développement? Quelle est l'expérience que j'ai envie de valoriser? Euh, Quelles sont mes motivations? Etc. On fait ce travail déjà de qui je suis et où je suis dans ma vie aujourd'hui. Et à partir de là, on va commencer à lever la tête et regarder plus loin. Mais déjà, en faisant ce travail-là, bon, ça, c'est plusieurs séances ensemble, hein, en mode coaching, c'est-à-dire que je ne donne pas la réponse à ces questions-là, mais en questionnant la personne, je l'aide à prendre conscience de ces choses-là, avec quelques outils, bien sûr, hein. Et de là, on commence à lever la tête. Donc déjà, quand on a bien compris ses valeurs, ses besoins, ses priorités, ses peurs, ses compétences, ses envies, voilà, pour l'avenir, etc., on peut déjà juger la situation professionnelle actuelle. Donc, du coup, qu'est-ce qui me manque selon tout ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui me convient? Et de quoi ai-je envie? Et la question qui vient par la suite, qui est fondamentale, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. La question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie quotidienne? À quelle heure j'ai envie de me lever? Euh, Est-ce que j'ai envie de me doucher avant de prendre le petit-déj? Euh, à quelle heure est-ce que j'ai envie de démarrer le travail? Sur quel créneau est-ce que je souhaite travailler? Est-ce que j'ai besoin de faire une longue pause? Euh, Comment je souhaite gérer le quotidien? Je suis quelqu'un plutôt d'introverti qui a besoin de me mettre dans ma bulle pour me concentrer. Du coup, je voudrais avoir des plages où je suis quelqu'un d'extraverti qui a besoin d'être entouré d'autres personnes. Le télétravail ou le travail au bureau, le trajet, travailler en décalage ou
qu'est-ce que j'ai envie de vivre déjà? Et bah, je promis qu'à partir de tout ça, on trouve la réponse à la question de quoi et qu'est-ce que j'ai envie de faire. D'accord. Merci beaucoup et je suis sûr que ceux qui sont vraiment concernés réécouteront tes questions peut-être pour se les poser, à défaut de faire ce que je pense être beaucoup mieux, c'est-à-dire vraiment investir dans un vrai bilan de compétences, d'autant que si vous êtes salarié, enfin, c'est avec le compte épargne formation qui a peut-être changé de nom d'ailleurs, ou CPF, je ne sais plus, il y a des choses, vous pouvez finalement le faire de manière gratuite, en tout cas sans engager de l'argent, en utilisant ce que vous avez dans le compte. Donc c'est ce que toi tu proposes, hein, c'est ça, Oui, ouais, c'est d'accord. oui, tout à fait, parce que c'est le compte, le CPF, le compte Ouais. professionnel de formation, comme on l'appelle aujourd'hui, on cotise. En tant que salarié, on cotise, en fait, c'est notre argent quelque part, voilà, qui est sur le compte. Et souvent, on a du mal à savoir quoi faire avec. Et moi, en fait, aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'investir dans une certification de qualité qui s'appelle Calliope et de maintenir ça. Voilà, des processus voilà, que je dois respecter. J'ai cette certification et cette certification me permet de proposer des bilans de compétences par le biais du compte CPF. Et donc, aujourd'hui, l'individu doit contribuer 100 euros. Voilà, de sa poche, mais le reste est pris en compte par ce que elle a sur la personne a sur son compte CPF. Donc, ça peut être gratuit pour la majorité des gens, oui. D'accord, super. Donc, ce que je comprends, mais key takeaway, je sais pas comment le dire en français, tu peux m'aider, tu vois, Le Cameron. sang, voilà. L'essentiel que je retiens, c'est un, les gens, généralement, ils sont pressés parce qu'ils sont dans une situation où ils ont déjà perdu leur emploi ou bien on leur a dit, écoute, il faut que tu changes dans X semaines ou mois. Là où toi tu dis, c'est un investissement qui prend du temps et qui requiert de l'introspection. Et on n'a pas des réponses comme on peut aller savoir quelle est la valeur de X quand l'équation c'est tel truc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, dans lequel j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu, parce que je voudrais pas qu'il y ait une incompréhension. Tu dois te poser ces questions, effectivement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? De l'autre côté, si ma réponse à moi, c'est de dire, bah, franchement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est me lever à 10 heures, vivre dans les îles, etc. Quelque part, je pourrais avoir une déconnexion tellement grande avec ma réalité de salarié, compte tenu de mes compétences, etc., comment tu fais pour les accompagner après entre un idéal et au passage qui est peut-être trop lointain? Je suis pas obligé de vivre dans les îles, c'est mieux si je vis dans les îles, mais je peux vivre ici. Je suis pas obligé de me lever à 10 heures, etc. Et ce qui est de l'ordre du non, non, j'ai vraiment ce besoin. Donc, comment tu fais pour les amener à ne pas être non plus déprimés de savoir qu'ils sont très loin de leur idéal ou de ce qu'ils pensent être leur idéal? La question, elle est bonne. Je te remercie parce que oui, ça peut être un peu. On n'est pas dans des rêves et voilà, des idéaux comme ça. Ayons fait avant le travail sur besoins, valeurs, priorités, envie, motivation et contexte actuel pragmatique tel qu'il est, hein. C'est à partir de là qu'on pose la question de ce qu'on a envie de vivre. Et bien sûr, une partie de la vie quotidienne, c'est j'ai besoin de gagner combien. Moi, j'accompagne pas mal de personnes qui voilà, sont en train d'aller ou souhaitent aller vers l'entrepreneuriat. Donc là, il y a des choses très pragmatiques à mettre en place. On ne va pas du jour au lendemain, tu le sais très bien, tout comme moi, voilà, d'un job salarié, il faut à peu près 2 ans d'épargne pour pouvoir voilà, subvenir aux besoins quotidiens, etc. Donc en fait, tout ça est pris en compte. Mais juste un exemple, je prends mon exemple. Covid. Donc, je vais d'une situation où je travaille tous les jours de la semaine, comme tout le monde, et un peu le soir et le week-end quand il fallait. Et là, je me suis dit, OK, Joe, tu vas t'appliquer en fait les mêmes questions que tu poses à tes clients. Qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre? Et ce que j'ai vécu dans le Covid, en dehors de ce qui était difficile, c'est bah, le bonheur de ne plus mettre le réveil à 5h30 le matin. Donc ça, je me suis dit, quitte à garder ça. Voilà. Le bonheur de démarrer les journées avec une longue balade avec mon chien, chose qui, voilà, quand il pleut dehors, j'y vais tous les jours, hein. On fait 4-5 kilomètres depuis plusieurs années. On a fait, j'ai calculé, plus de
plus de 4000 kilomètres ensemble. Mais ça, voilà, j'ai pas toujours envie de mettre le nez dehors, mais ça me fait du bien d'être dehors pendant une heure et demie tous les jours, le matin, avant de démarrer. J'ai ma famille qui habite, même si je suis en anglaise, en Nouvelle-Zélande. Donc, du coup, c'est soit tard le soir, soit tôt le matin qu'on parle. Si je laisse pas de temps, je vais pas profiter de ma maman qui a 80 ans aujourd'hui. Je voulais garder du temps pour échanger avec elle. Et en fait, peu à peu, ce qui est venu, sorti de ça, c'est j'ai pas envie de travailler le matin du coup. J'ai pas envie de mettre mon réveil. J'ai envie de faire une balade avec le chien. J'ai pas envie d'avoir des contraintes. Et donc moi, je travaille à partir de 13 heures. C'est en train de changer parce que mes besoins et mes envies ont changé aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'est juste pour te donner une idée. C'est comme ça qu'on fait. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, on peut pas tous faire comme ça, mais ça peut nous aider en fait dans les choix. La personne avec qui je travaillais hier en bilan de compétences avec moi, elle est confrontée à deux options, c'est merveilleux, voilà, mais extrêmement différentes. Et comment est-ce qu'on va l'aider à choisir? Ben, on revient à ses besoins, ses envies, et il y a une valeur et un besoin, c'est les deux, c'est la liberté et l'autonomie et le plaisir. Ça, ce sont des choses qu'on a explorées, creusées, pris, elle a pris. Bah, quand elle résume comme ça, il y a un choix qui sort du lot. Et l'autre qui est plus un choix de peur, ouais, qui va chercher la stabilité financière et tout ça. Donc, en fait, on est vraiment voilà, bien ancré par terre, hein. On n'est pas dans les nuages. Mais si la personne me dit j'ai envie de vivre aux îles, etc., et c'est un projet avec ma femme d'amener les enfants, etc., la question c'est OK, quelles sont les étapes pour y arriver? Super, super. Et dans cet exemple, donc on peut le continuer. Quelque part, tu peux avoir, même si tu as encore le gap entre je commence pas mon travail à 11 heures dans les îles parce que je suis ici et il pleut et je me lève à 5h30 du matin, le simple fait de se dire j'ai défini certaines étapes qui me rapprochent de mon idéal, tu génères déjà du bien-être. Super. Juste un truc, parce que tu as parlé de plaisir, et je voulais juste faire peut-être une petite aparté avec l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées dans les précédents épisodes ont eu beaucoup de plaisir dans leur travail. Et je pense que le vrai succès d'une carrière réussie, et quand je dis réussie, ça ne veut pas dire monter le plus haut possible, ça veut dire s'éclater et grandir en tant que personne. Il réside dans notre capacité déjà à trouver ce qui nous plaît et aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait et peut-être des fois avoir la gratitude plutôt que de juste regarder les choses négatives. Voilà, c'était juste une petite pensée que j'avais associée à ce que tu disais qui est essentiel. Euh, Il y a un truc qui est très dur des fois, c'est d'être soi-même. Et j'avais été impressionné par l- l'image que tu véhiculais, quelqu'un d'extrêmement authentique, qui n'avait pas peur d'être vulnérable, et quelque part, c'est une superbe force. Comment on fait? Est-ce qu'on doit vraiment être soi-même au travail? Honnêtement, je pense que les gens qui regarderont cette vidéo, euh, ce podcast et qui me connaissent, que ce soit de ma vie personnelle ou de mes expériences professionnelles, ils vont tous me retrouver, c'est Joe, quoi. Et ça, c'est très, très important pour moi. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à être dans le faire plaisir, à dire oui aux gens quand la réponse vraiment en moi était non, de vouloir, oui, faire des choses par envie, de faire plaisir, d'être reconnu, comme beaucoup de gens. Mais ça m'a pas servi. Ça m'a servi à m'amener dans des situations qui ne me convenaient pas, dans des relations toxiques, professionnelles et personnelles également. Et j'ai beaucoup appris dans cette douleur. Je suis très sensible, hein. Je sais, si j'ai choisi de m'investir dans l'intelligence émotionnelle, ça vient de moi. Je suis très, très sensible. Je vis les choses euh, profondément. Les déceptions, la colère, la frustration, ça peut me polluer pendant longtemps. Et j'ai compris à un moment que je ne pouvais pas faire plaisir à tout le monde, euh, que le plus important, c'est que je parte du travail à la fin de la journée avec un sentiment de m'être respectée, au moins, si je ne peux pas faire plaisir aux autres, voilà. J'ai commencé à voir aussi que
bah, quelque part, les gens, ils avaient un peu plus de respect, presque pour moi, quand j'arrivais à dire un vrai non. J'ai trouvé des techniques pour dire un vrai non, mais je pense qu'il faut être soi-même. C'est apprendre ou à laisser. Quel intérêt, en fait, de porter un masque et être autre que soi, si par la suite, c'est un travail énorme pour maintenir cette illusion, en fait, au quotidien. Euh, Beaucoup plus intéressant d'être soi-même et de savoir que l'autre dit, oui, j'ai envie de travailler avec toi, ou oui, tu es la bonne personne, c'est pour les bonnes raisons, parce qu'ils apprécient vraiment ce que je dégage. Moi, je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler avec Joe tel que je suis. Du coup, je ne suis pas la bonne personne et on ne va pas faire de bon travail ensemble et je ne vais pas prendre plaisir et ils ne vont pas prendre plaisir et ainsi de suite. Donc, je suis fanatique en fait de leadership authentique et l'importance d'être soi-même au travail. Ici, ça ne passe pas, on n'est pas au bon endroit. J'achète complètement et je pense que la plupart achèteront. Mais je te challenge. Ouais. Il y a moi aujourd'hui qui fait quand même beaucoup plaisir. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la peur d'être rejeté. J'ai peut-être le très gros inconfort de ne pas savoir dire non. Je ne sais pas le dire, je ne sais pas l'exprimer. Et donc c'est hyper douloureux. Tu as ton idéal à toi qui dit, ben, je suis moi-même, il y a ceux qui me détestent, il y a ceux qui m'aiment, mais du coup, en fait, je suis tellement clair que ceux qui me détestent viennent pas me voir, et ceux avec qui je travaille, j'ai la banane, parce que de toute façon, si j'ai pas envie de travailler avec eux, quelque part, je saurais le leur dire de manière délicate, mais je leur dirai quand même. Comment je fais pour passer de là à là? C'est du travail sur soi. Enfin, je rigole parce que les deux mots qui me viennent, c'est de être accompagné, en fait, voilà, en coaching ou en thérapie. Euh, on met en place des comportements, des stratégies pour gérer un contexte, par exemple enfant. On met en place des comportements en lien avec le contexte pour pouvoir exister de manière confortable euh, dans un tel contexte. En tant qu'adulte, ces mêmes stratégies rendent rarement service. Donc, le faire plaisir en étant un. Il faut apprendre à défaire ces comportements et c'est un travail de longue haleine. Ça demande un travail d'introspection et c'est beaucoup plus facile de faire ça quand on est accompagné. Dans l'apprentissage, il y a beaucoup de modèles et de théories, mais il y a une première étape qui est inconsciemment incompétent. OK, donc voilà, on a ces comportements, on ne le sait pas, on sait qu'on n'est pas tout à fait à l'aise, on souffre un peu, et donc on décide en fait de observer un peu plus ce qui se passe. Et là, on se rend compte qu'on est dans le faire plaisir et que ça fait cette année 3 fois que j'ai dit oui à des choses que je ne voulais pas faire. Et aujourd'hui, je suis débordée. Il y a pas, je ne peux pas faire marche arrière. Je suis coincée dans une situation qui ne me convient pas. Et il y a un petit peu de souffrance qui arrive. Et donc là, on devient consciemment incompétent. Et en fait, le travail qu'on peut faire de connaissance et conscience de soi en coaching ou en thérapie, thérapie va nous aider plus à donner du sens à ce qui se passe aujourd'hui et à travailler sur les expériences du passé afin d'être mieux, s'en débarrasser en fait de ce qui a été mis en place. Le travail en coaching va prendre le contexte tel qu'il est aujourd'hui, nous aider à avancer. Mais dans les deux, on travaille sur nous-mêmes. Et c'est un travail qui demande de l'attention. On ne peut pas défaire ces choses du jour au lendemain. Ça demande une observation, une prise de conscience, une envie, voilà, de faire autrement. Et ça vient souvent, moi, du moins dans mon cas, ça passe par la souffrance. Il arrive un moment où je me dis, je n'en peux plus, quoi. Voilà. Ça me pollue, ça me pourrit la vie, cette situation ou ce comportement-là, j'ai besoin d'aide, en fait, pour avancer. Euh, voilà. Et donc, du coup, on devient, alors les deux dernières étapes, inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, on arrive vers la compétence. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? Bon, je sais pas. Est-ce qu'on devient consciemment compétent d'abord et inconsciemment compétent après? Ou est-ce qu'on devient inconsciemment compétent d'abord et consciemment?
peu importe. Mais voilà, il faut travailler sur soi, être dans l'observation et vraiment travailler pour changer, s'arrêter au moment où on va dire oui, on s'arrête et on se dit à la personne, j'ai besoin de réfléchir avant, j'en sais rien, mais il faut mettre en place des techniques pour freiner la tendance à dire oui. Et peu à peu, face à une situation, Jafar, on va utiliser nos expériences du passé pour décider comment agir. Donc, quelque part, le travail, c'est de remplir sa base de données d'expérience avec des expériences autres. Et là, il faut un petit peu de temps. Mais c'est possible. D'accord, Voilà. super. Merci beaucoup, c'est très clair. Et oui, au risque de se décevoir plein de gens, oui, il faut du temps, mais par contre, c'est un temps qui est extrêmement pertinent. C'est un investissement, c'est comme ta roue qui est crevée. Oui, tu peux toujours continuer et tant que tu roules sur la jante, tant que la voiture a encore quatre roues, tu peux rouler, mais plus tôt tu le fais, moins tu as de dégâts quelque part. Et puis bah, le temps passant, c'est toujours mieux de régler une difficulté ou quelque chose quand on a 10 ans de moins que 10 ans de plus. Voilà. Non, super. Merci pour ça. Je pense que c'est vraiment, on touche à des choses qui sont difficiles pour beaucoup, mais qui sont tellement utiles. Est-ce que tu as d'autres messages qui te viennent que tu voudrais partager? On a touché en fait là sur la notion d'authenticité et tu as mentionné un mot à un moment qui est aussi, je pense, la vulnérabilité. Si tu l'as pas dit, toi et moi, nous avons déjà échangé sur ce sujet. Ça, ce travail-là dont on a parlé, ça demande de la vulnérabilité. Et moi, je suis convaincue aussi aujourd'hui que être vulnérable, c'est souvent perçu comme une faiblesse. Être vulnérable, c'est c'est pas une force, c'est la force. Euh, c'est être vulnérable, ça demande du courage. Pour être courageux, il faut, il faut de la force en soi. Et, et que ce soit en vie perso ou en vie pro, et c'est pas du tout acquis pour moi, hein, mais ça fait peur. Euh, ça peut, on peut souffrir en étant vulnérable, mais c'est libérant aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, oser la vulnérabilité, ça devient une grande force. Euh, et moi, je sais que le moment où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il y avait tout un travail. C'était dans le contexte d'une équipe, mais la vulnérabilité était un élément clé dans le travail que nous avons fait ensemble. Euh, oui, j'encourage les gens fortement, voilà, à oser la vulnérabilité. D'accord. C'est pas donné, je sais. Merci, Joe. Tu accompagnes beaucoup de dirigeants ou de professionnels de manière générale. Est-ce que tu as un ou deux exemples assez récurrents de problématiques qu'on rencontre quand on est en cours, en début, en milieu, peu importe de carrière, et qui pourraient être utiles d'aborder parce qu'il y a peut-être quelques tips and tricks. Encore une fois, ça ne se substitue pas à un vrai accompagnement, mais des fois, il y a peut-être juste quelques clés pour passer de inconsciemment incompétent à consciemment incompétent, par exemple. Mm. Je pense que une des thématiques que j'entends souvent dans les accompagnements, c'est la pression que je ressens de mon entreprise pour aller dans une direction X ou Y. Soit vers une autre compétence qui ne me donne pas trop envie, euh, donc voilà, élargir, aller en transverse, soit de monter les grades. Euh, et donc, voilà, là c'est une thématique qui revient souvent. On m'a proposé ce job, je n'ai pas envie.
On m'a demandé de m'investir là-dedans, c'est pas dans cette direction que j'ai envie d'aller. On m'a demandé de prendre ce poste, voilà, j'ai déjà dit non à quelque chose. Si je dis non de nouveau, comment je vais faire? Euh, Là, en fait, tout simplement, ça revient à toutes ces questions que je pose lors du bilan de compétences. Ça revient en coaching, en accompagnement. C'est quels sont tes besoins pour être bien aujourd'hui, quel est ton contexte, euh, quel est l'enjeu perçu, réel, hein, parce que c'est pas toujours la même chose. Se poser ces questions-là. Euh, donc, euh, et puis, ça rejoint une autre thématique qui est l'équilibre perso-pro. Euh, voilà, mon job me demande beaucoup de disponibilité. J'ai des enfants en bas âge. Euh, L'autre personne avec qui je partage ma vie, homme ou femme, est également très pris. Je ne peux pas du coup juste... Donc, voilà, ces questions-là, je pense que ça passe encore une fois par... Il faut se poser à un moment, il faut faire un petit bilan voilà, de compétences, mais un bilan de là où on est. On ressent beaucoup de pression pour aller vite aujourd'hui. Et tu sais, c'est intéressant. Je fais pas beaucoup de marketing. Je pense que tu le sais très bien, mais j'ai trouvé un hashtag euh, pour ce que je fais, pour moi, qui résume mon travail aujourd'hui. Et en anglais, et je vais faire la traduction également, c'est pause to move faster. Faire une pause pour aller plus vite. Et Nice. c'est ça qui nous manque de temps en temps. Tu vois, cette compréhension que si on prend le temps, on prend un tout petit peu de temps pour se poser et faire une pause euh, et se remettre en question et se poser quelques questions clés, bah, ça nous permet d'avancer plus vite par la suite. On a l'impression qu'on n'a pas le temps. Il faut trouver le temps de faire cette pause. Que ce soit la connexion à soi, comment je vais aujourd'hui physiquement, mentalement, émotionnellement, et du coup, quelles sont les intentions que je me fixe pour ma journée avec les éléments que je vois dans mon planning. Euh, Comment je veux être. Je ne vais pas me fixer les mêmes intentions pour la journée si je ne suis pas bien aujourd'hui. Je vais peut-être fixer l'intention d'être patiente parce que je sais que quand je suis comme ça, je peux être un peu, voilà, direct, cash avec les gens et c'est pas mon but. Enfin, donc voilà, pause to move fast, faire une pause dans sa vie pour aller plus vite dans sa décision, dans sa carrière, etc. Donc, du coup, parfois, pouvoir dire non et expliquer pourquoi. Oser la vulnérabilité et l'authenticité dans ces situations-là. Euh, Donc ça, c'est une thématique qui revient beaucoup. Et puis une autre thématique et je pense que c'est très intéressant, c'est l'accompagnement de la transition. La transition, quand la décision est prise, être accompagné sur des transitions, que ce soit la fin d'un travail, le démarrage d'un autre, sur les bilans de compétences pour décider dans quelle direction aller. Euh, euh, voilà, se poser des bonnes questions, faire cette pause. En fait, c'est ça, c'est accepter de faire une pause, une micro-pause dans la journée, dans la semaine, dans l'année, dans sa carrière pour réfléchir à certaines choses et valider qu'on avance comme on veut et du coup, avec la vitesse qu'on veut aussi. Oh, super, c'est tellement sage, ce que tu dis est tellement pertinent et que oui, ça vaut le coup que chacune, chacun se pose la question de la nécessité ou pas pour eux de prendre un peu de temps pour eux-mêmes. On arrive à la fin. Mm. J'ai quelques questions rapides à te poser si ça te va. La première, c'est est-ce que tu as un conseil pour les gens qui débutent leur carrière? Euh, je pense que ça se résume en fait un peu en lien avec ce que je viens de dire, hein. Apprendre à vivre consciemment. Euh, Apprendre à faire des pauses et ne pas être dans la précipitation. La vie, elle va assez vite déjà.
Voilà. Si on veut tout le temps être là, là-bas, on oublie ce qui est le plus important et c'est le ici et le maintenant. Et il n'y a que cet instant-là où on est vivant. Le passé, c'est fini, l'avenir, c'est à venir et on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, ne pas aller trop vite, ne pas vouloir aller trop vite, malgré le mouvement autour de nous. D'accord, super, merci. Quelqu'un qui sera en cours de carrière? Si ce n'est pas encore fait, le travail d'introspection sur qui je suis, quelles sont mes valeurs et quels sont mes besoins, au minimum ça, c'est fondamental. L'authenticité vient de là, les réactions émotionnelles viennent de là, c'est notre compas interne. Pouvoir mettre des mots sur ces choses-là facilement, c'est fondamental. Oui, facilement, c'est fondamental de pouvoir faire ça. Quand je démarre des coachings, je suis souvent en quadripartite avec le coaché, le manager, le RH. Le manager, je lui pose toujours cette question-là. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire qui vous êtes et ce dont vous avez besoin de la part de vos équipes pour pouvoir être au top dans votre job. Et je cherche les besoins et les valeurs là-dedans. Bah, il y en a qui sont très à l'aise pour l'exprimer et d'autres qui ne savent pas quoi me dire. Donc, pouvoir mettre des mots sur nos valeurs et nos besoins, savoir faire ce travail d'introspection, si ce n'est pas encore fait, c'est fondamental. Super, merci. Est-ce que tu as un livre à recommander? Il y a un livre qui m'a beaucoup, qui m'a changé la vie et c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Voilà. Euh, C'était le début d'une compréhension euh, enfin, de l'importance du moment présent. Et puis un travail pour y arriver. Euh, oui, ce livre, il m'est très important. D'accord, merci. Merci Joe. Une personne qui t'inspire? Oui, je- là en ce moment, c'est quelqu'un, c'est un jeune Français qui s'appelait, parce qu'il est décédé, DJ Mehdi. Et Arte a fait un documentaire sur lui, sa vie. Je dois avouer que j'avais jamais entendu parler de cet homme et pourtant, c'était un magicien de la musique qui a inspiré des artistes partout dans le monde, qui a travaillé avec des artistes partout dans le monde. Ce qui m'a touché chez lui, c'était sa confiance en lui, l'humilité, couplée avec l'humilité, sa résilience, sa clairvoyance, sa capacité à comprendre euh, ce qu'il fallait. Voilà, pour que ça marche aujourd'hui et comment également traduire ça sur un avenir proche. Une maîtrise totale en fait de son art et sa science. Euh, J'y pense souvent à cet homme et ça m'inspire en ce moment régulièrement. Mm. Tu vois, ça D'accord. me fait vibrer rien que d'en parler. Ah oui. Je conseille fortement ce documentaire si, voilà, si jamais DJ Mehdi. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Comment on peut te suivre ou te contacter? Euh, Ça passe surtout sur LinkedIn. Moi, j'essaye de faire de LinkedIn une vitrine qui montre à la fois ce que je fais, mais aussi qui je suis. Et j'espère que euh, ce qui ressort en fait de cette vitrine est fidèle à ce que les gens retrouvent en fait quand ils sont en face de moi. Donc, sans doute, voilà, LinkedIn, Joanne Fourtanier, euh, c'est par là que ça passe. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot? Gratitude. On n'en Si. a pas parlé, mais la gratitude, c'est l'essence de la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toi, merci. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.